et ukrainien. Quelle volatilité quand même sur le marché action. Est-ce que le non-coté, d'ailleurs, pourrait lui profiter de la volatilité des actions? Michael Sfez vient de nous rejoindre, président de Carmony Capital. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que souvent quand on invite sur ce plateau les acteurs du non-coté, le private equity, un autre pan de l'univers d'investissement, ils nous disent l'avantage du private equity, c'est que c'est moins volatile que les actions. Là, on est servi en termes de volatilité sur les actions. Comment est-ce que vous, le spécialiste du non-coté du private equity, regarde ce qui se passe et voit dans ce contexte l'avenir de votre segment d'investissement? Bon, ça c'est sûr qu'il y a moins de volatilité. Maintenant, le private equity n'est pas immune face à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il est clair que les évolutions géopolitiques vont avoir un impact sur les fonds. Les fonds aujourd'hui de private equity sont en pleine introspection dans l'analyse de leur participation et afin d'évaluer l'impact l'impact multidimensionnel, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont touchés pour analyser quel serait l'impact sur leur participation. Et puis de la même façon, je pense que dans la façon dont ils font le due diligence, ils vont certainement prendre en compte pour les prochaines transactions beaucoup plus le facteur politique qu'ils ne le prenaient auparavant, beaucoup plus des facteurs comme les risques de cyberattaque. Donc tous ces éléments-là vont avoir un impact sur la façon d'investir. L'autre élément, c'est qu'on peut s'attendre aussi à minima à un plafonnement des valorisations. Les valorisations avaient beaucoup monté dans le private equity. On peut s'attendre à court terme quand même à un ralentissement des transactions et avec une baisse des valorisations. Maintenant, c'est vrai que le non-coté a connu une très forte croissance et de manière structurelle, nous pensons que le non-coté va continuer à croître. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est des organismes comme Preqin qui sont des spécialistes de la data non-coté qui anticipent qu'en 2026, on aura doublé le non-coté dans sa globalité. Private equity, dette privée infrastructure devrait représenter 23 000 milliards de dollars. Donc tout ça, ce sont des projections, mais ce qu'on voit, nous aussi, et de façon plus proche de nous, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie dynamique sur la clientèle patrimoniale qui, rien que sur les 6 premiers mois de l'année 2021, on n'a pas encore les chiffres de la deuxième partie, on a une augmentation de 57% des investissements en non-coté venant de la clientèle privée, qui est une nouvelle clientèle sur ce segment-là. Donc, les raisons à cela, vous en parlez souvent régulièrement dans votre émission. Clairement, il y a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui d'investissement qui se présentent sur le non-coté que sur les marchés cotés. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont tendance à retarder leur entrée en bourse. On le voit, en 97, Amazon rentrait 3 ans après sa création en bourse. Il s'avère que quand vous regardez Airbnb, Uber, qui sont des sociétés qui ont disrupté leur marché, elles sont rentrées 10-12 ans après leur création. Et donc si on veut participer à cette phase de croissance, la phase la plus croissante de la vie des entreprises, disruptive de ces sociétés innovantes, les toutes premières années de vie, quoi. Exactement. Pas attendre que la société soit déjà mûre avec les introductions en bourse, c'est plutôt sur le private equity que les opportunités se trouvent. Exactement. Vous arrivez un peu tard lorsque vous allez sur le marché coté. Donc ça reste une source de financement très importante, et les fonds de private equity représentent aujourd'hui, l'année dernière il y a eu un record en Europe, ça représentait 40% des transactions d'entreprises. Donc ça montre que effectivement le capital investissement se développe énormément. Et quand on n'est pas spécialiste, parce que on s'adresse aussi aux non-experts du private equity, raison pour laquelle aussi vous venez, pour faire un peu de pédagogie autour de cette thématique. Quand on n'est pas expert, quelle est la meilleure façon de bâtir une exposition au private equity qui, c'est vrai, offre des potentiels de croissance, de rentabilité financière importants, mais ça reste assez risqué. Souvent, d'ailleurs, les rendements sont proportionnels au risque. Tout à fait. Et en plus, on s'engage sur du très long, parce qu'il n'y a pas de liquidité, donc on peut difficilement en sortir. C'est vrai qu'investir dans le non-coté, c'est très différent de l'investissement coté, parce que le moteur de performance principal du non-coté, ça va être l'amélioration opérationnelle de l'entreprise. Et donc la capacité du gérant à mettre en œuvre sa thèse d'investissement lorsqu'il a décidé d'investir dans l'entreprise.
ça représente probablement 2/3 de la performance de l'investissement. Donc c'est pour ça que la sélection d'un fonds de private equity, elle doit être faite de façon très réfléchie et avec un due diligence très important, parce que ce dont on se rend compte, c'est que les écarts de performance entre les fonds sont très importants, beaucoup plus importants que ce qu'on voit sur les marchés actions, entre les fonds actions. On a des écarts qui sont 3 à 4 fois supérieurs à ce qu'on peut voir entre le meilleur et le moins bon gérant. Oui, parce qu'en bourse, les sociétés montent ou baissent aussi selon, alors bien sûr selon le talent et la qualité des entreprises, mais aussi selon l'évolution globale des marchés. Voilà, vous en private equity, il n'y a pas ça, on est seul face à soi-même. Vous mentionnez tout à l'heure Renault, la sanction elle est terrible au départ, et puis tout d'un coup ça repart. Parce que le marché monte. Exactement. Bien sûr. Et comment on fait alors? Il nous reste moins d'une minute. Oui, alors très rapidement, nous on pense qu'il y a des solutions. Les fonds de co-investissement, ce sont des fonds qui sont très intéressants parce que ils vont investir aux côtés de fonds qu'ils connaissent, de fonds de private equity. Et donc, ça leur permet, si vous voulez, d'avoir finalement, ça permet à l'investisseur d'avoir plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que l'investisseur va bénéficier d'un double niveau de due diligence, c'est-à-dire que le fonds de co-investissement fait un due diligence sur le fonds, et puis en plus de ça, il investit dans une entreprise qui lui a été apportée par le fonds de private equity en direct. Et donc il va faire un due diligence sur cette entreprise. Et il va s'assurer que le mariage entre la thèse d'investissement qui est proposée par le fonds de private equity et l'entreprise est parfait, coïncide. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la diversification. Là on est dans un environnement qui est très défavorable pour l'Europe. Aujourd'hui, à mon grand regret, il y a beaucoup de solutions sur l'Europe en non-coté. Il y a très peu de solutions sur le global parce que investir dans des boîtes américaines, dans des boîtes asiatiques, il faut avoir des ressources sur place. Et donc le fonds de co-investissement mondial permet typiquement d'aller chercher ce type d'entreprise. Puis le dernier élément, il y a 2 autres éléments qui est important, très rapidement, c'est que ça permet de déployer les capitaux beaucoup plus rapidement. Contrairement à un fonds de capital investissement qui met 6 ans à investir, là vous investissez au bout de 3 ans. D'accord. Voilà. Les fonds de co-investissement. Exactement. Ça s'appelle comme ça. Les frais sont plus élevés du coup? Les frais sont plus faibles. Ah bon? Étrangement, les frais sont plus faibles, sont réduits de moitié par rapport aux fonds de private equity classiques. Vous reviendrez nous expliquer pourquoi. Malheureusement, on est arrivé au bout du chrono. Michael Sfez, président de Kermoni Capital avec nous de temps en temps sur BFM Business. Toujours un plaisir de vous recevoir, Michael. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Le CAC 40. On va se reconnecter au marché coté pour